Ladies and gentlemen, bonjour, ici votre commandant de bord Gerakota. Désolé pour le retard qu'a pris notre départ, nous avons commencé la conception de cette vidéo suite à la dernière en date en décembre 2021. Cependant, suite à plusieurs facteurs internes tels que le matériel trop peu puissant ou encore le crash d'un logiciel de montage, cette vidéo devait sortir avant la parution du premier épisode de la saison 2 de Made in Abyss. Comme vous l'avez constaté, la moitié de la saison est déjà sortie. En effet, suite à un ultime crash, tout le travail effectué a été supprimé par l'ordinateur. Il a fallu attendre l'achat d'un nouvel ordinateur afin de pouvoir recommencer le travail. Nous sommes encore navrés de cette attente. Notre descente va bientôt commencer à destination du 5e niveau. La température extérieure est de moins 20 degrés, ressenti moins 25. L'arrivée est prévue dans une trentaine de minutes et la malédiction est bien présente à notre lieu d'atterrissage. Nous vous rappelons qu'il sera encore possible de remonter, alors les passagers en correspondance vers le 6e niveau, sachez que vous pouvez annuler votre billet, il vous sera remboursé à condition de participer à des tests avec le sifflet blanc présent sur les lieux. Toute l'équipe Black Aurore vous souhaite une agréable descente. Bonjour à tous, c'est Guerra, et aujourd'hui il est temps de parler de mon animé préféré, j'ai nommé Made in Abyss. En bas à gauche de votre écran apparaîtra les noms des musiques de fond, qui sont toutes des OST tirées de l'anime. Made in Abyss, que j'abrégerai en Mia, est à la base un manga écrit et dessiné par Akihito Tsukushi. Shigeya Suzuki, ou alors Ishimitu... Wait. Le mec a 3 prénoms. Kua. Ici, je vais m'attarder plus sur l'anime, qui est sorti en été 2017, soit 5 ans après la publication du premier tome au Japon. L'anime est un seinen, donc il vise les jeunes adultes, entre 16 et 18 ans, et touche pour genre drame, fantasy et surnaturel. Il est animé par le talentueux studio Cinemakitrus, qui a animé également The Rising of Shield Hero. Il est composé de 13 épisodes, dont un de 40 minutes, ainsi qu'un film qui fait suite directe à la saison 1 et d'une saison 2 en cours de diffusion. Ça raconte l'histoire d'une petite fille nommée Riko, une orpheline vivant dans un orphelinat qui forme des caverniers. Elle rêve justement d'explorer l'abysse, un énorme trou dont personne n'a jamais vu le fond, les caverniers étant les seuls à avoir l'autorisation de l'explorer. S'ils sont les seuls à pouvoir y aller, ce n'est pas pour rien. Le trou est un concentré de danger, autant dans sa faune, sa flore ou ses environnements, mais le plus dangereux aspect de tous, c'est la malédiction de l'abysse, qui agit sur les caverniers lorsqu'ils remontent de quelques mètres. Malédiction qui lui a valu une découpe en niveaux, chaque niveau représentant une amélioration, enfin une empiration de la malédiction. Car plus on descend, plus la malédiction est puissante, commençant par de simples vomissements jusqu'à la mort. Un jour, lors d'une expédition, elle va rencontrer un robot humain qui viendrait d'après elle du fond de l'abysse, personnage qu'elle va d'ailleurs nommer gentiment Legu. Pourquoi ce nom Legu 君の名前がないと不便でしょ。レグって名前どうかな。構わないが。ちなみに由来は？前に飼ってた犬の名前。That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Et c'est avec lui qu'elle va commencer sa descente dans l'abysse en direction du plus bas possible. Parlons à présent des graphismes de Made in Abyss. Il est vrai que les dessins sont au premier abord mignons et gentils, quand il s'agit de dessiner des personnages en tout cas. Mais au-delà de ça, on ne peut que remarquer la qualité de ceux-ci. Même si l'aspect enfantin des personnages principaux font peur aux fans de JoJo, les dessins mettent parfaitement en valeur l'abysse. Les environnements riches et variés du gros trou ne peuvent mieux être représentés. Mais c'est bien beau que les graphismes sont beaux, mais il faut savoir quand ça bouge. Oui, et merci pour la transition. Je parle évidemment de l'animation, qui varie d'ailleurs en fonction des éléments animés. Les monstres de l'abysse ont un effet de gouache un peu perturbant, montrant bien l'aspect dangereux de ces créatures. Même si les scènes d'action restent rares, il y en a de très belles, notamment une que l'on voit à la fin du film.
j'aimerais vous montrer un petit bout de l'opening, mais comme vous le savez, je ne peux pas vraiment en montrer beaucoup, donc voici 2 secondes pour éviter un gigastrike. J'aime beaucoup l'opening, malgré qu'il ne fasse pas partie de mes préférés, il est très ambiançant et colle avec l'anime. Enfin, ça dépend. L'ending est lui aussi sympathique. Ils sont donc d'ailleurs assez rythmés et joyeux, nous évitant la déprime. Je vais vite fait parler de l'ambiance sonore globale qui est juste très bonne, voire très bonne, pour passer directement aux OST. Là, je ne veux entendre aucune critique là-dessus. Toutes les personnes ayant regardé Mia ne peuvent en affirmer le contraire. Les OST sont juste magiques. Toutes des bangers. Elles sont toutes composées par Kevin Pekin. Enfin bref, ce mec est trop fort. Mention spéciale à Anazeve Karadina, alias la meilleure OST du monde, et Passway, dit la meilleure OST du monde 2.0. J'avais pas trop d'idées. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule OST qui n'est pas faite par Kevin, c'est Forever Lost, créé par le groupe Missenroid. Enfin bref, c'est un groupe assez connu, ils ont fait plein d'openings et d'OST pour plein d'animes différents, comme pour Yoju Senki ou Overlord, et c'est ceux qui font également l'opening de la saison 2 de Made in Abyss. Dans les premiers épisodes de Made in Abyss, tout est là pour t'accrocher et te faire croire que Mia est un anime chill et joyeux. Que ce soit l'opening, l'ending ou les graphismes. Mais c'est là où Akihito est très fort. Il a basé son histoire sur un jeu de contraste absolument machiavélique. Ce que raconte Love est frais, certes, mais surtout diablement bien amené. L'histoire est complète, riche, dans un environnement complexe, dans lequel évolueront plein de personnages, tous différents, avec leurs histoires et leurs caractères. Une petite fille fragile, un cyborg, un prof, un gars bizarre, une grand-mère qui fait peur, 2 grand-mères qui font peur, une meuf qui est en fait un mec, et Nanachi. Je ne dirai rien à propos de Nanachi, mis à part que c'est ma femme. Même si l'auteur n'a jamais dit si c'était un mec ou une meuf. J'en ai rien à foutre de votre avis. Je fais ce que je veux d'abord. L'amour est un sentiment indescriptible et incontrôlable. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a pour tous les goûts et tout le monde en trouvera son petit préféré. Vous remarquerez l'absence de personnages fanservice. L'auteur abordera beaucoup de sujets différents, que l'on retrouve peu ou pas dans d'autres animes, tels que l'exploitation d'enfants par exemple. Il apportera d'ailleurs des réponses que l'on ne souhaiterait pas forcément dans un monde lissé et tout blanc, mais plutôt des réponses et un mode de fonctionnement réaliste, probablement inspiré lui-même de ce qui se passe dans notre monde. Pour clôturer sur l'histoire de Mia, puisque je ne veux pas spoil dans cette vidéo, je ne peux qu'applaudir l'auteur qui a réussi en 13 épisodes à nous présenter un univers totalement nouveau, ses personnages y établir ses règles, tout en nous faisant accrocher à l'histoire. Mia est vraiment une expérience émotionnelle. Personnellement, j'ai pris une claque intersidérale avec cet animé. Il m'a tellement bouleversé que j'avais une boule au ventre en le regardant. Je pense sincèrement que les personnes qui s'arrêtent au shonen neketsu ratent vraiment quelque chose. Pas que les shonen sont nuls ou ne font rien ressentir, loin de là. Mais l'approche des seinen et des autres animés, dont les codes sont très différents, rendent le visionnage encore plus plaisant à mon goût. Pour commencer, le genre du seinen, Mia est vraiment le meilleur choix, tout comme Death Note l'est pour rentrer dans le monde de la japanimation. Évidemment, ma chance ne s'arrête pas qu'aux bugs de montage et à la puissance négative de mon ordinateur, mais aussi dans le script. Vous savez, j'ai écrit mon script en décembre 2021, et j'ai dû le réécrire 5 fois en tout. Oui, parce que, à la base, mon point négatif était l'absence de VF. Si, Jean-Kévin, l'absence de VF est un point négatif. Sans parler du fait que nos comédiens de doublage sont pour la plupart très bons, et sont à mon sens les meilleurs doubleurs d'anime japonais après les japonais, ne pas avoir de VF ferme l'œuvre à un certain public ne voulant pas se faire chier avec les sous-titres. Cependant, entre-temps, une VF de Made in Abyss a commencé en février. Elle a été arrêtée pendant de nombreux mois jusqu'à la sortie de la saison 2, où Crunchyroll a sorti tous les épisodes de la version française d'un seul coup. La VF est très bonne. Je l'ai regardée et ce que je peux dire c'est que j'aime bien, malgré que certains n'apprécient pas la voix de Rico. Ah, les Michel! En parlant des Michel, il existe un serveur Made in Abyss français. Si vous voulez parler de l'œuvre ou de toute autre chose aussi, ça reste un serveur Discord après tout. Je vous mets les liens d'invitation en description, n'hésitez pas à rejoindre, ça nous ferait très plaisir. Après avoir regardé une bonne partie de la version française, puisque j'ai pas regardé tout, je n'ai pas forcément le temps de tout re-regarder, j'ai regardé les scènes les plus importantes, c'est-à-dire les premiers épisodes, ainsi que certaines scènes dans les autres épisodes. Ce que je peux dire, c'est que la VF est bonne. Elle n'est pas transcendante, mais elle est bonne.
Certaines voix vont pas forcément faire plaisir à certaines personnes parce que vous êtes habitués à la version japonaise, mais les voix sont objectivement très bonnes. Il y a d'ailleurs un débat pour la voix de Nanachi, certains la trouvent horrible et d'autres la trouvent très bonne. Pour moi, je la trouve incroyable et je l'aime toujours autant. Cependant, le vrai point négatif, qui ne concerne pas que l'anime et Made in Abyss, puisque je vais parler plus du manga cette fois-ci, c'est le fait que pour quelconque raison, les personnes qui gèrent la diffusion du manga boycottent la France. Pour vous dire, le tome 10 est paru au Japon le 29 juillet 2021, et nous on l'attend encore, ça va faire bientôt 1 an. On n'a pas encore eu le tome 10, que le tome 11 est déjà disponible au Japon. Merci Ototo. N'hésitez pas à me sponsoriser d'ailleurs, je dis ça juste comme ça parce que je suis fan de Made in Abyss, mais s'il vous plaît, si vous pouvez le sortir un peu plus rapidement, ce serait gentil, merci. Bon, il fallait évidemment que je vous parle de ce drama, ou plutôt de ce point concernant Made in Abyss. L'anime est destiné à un public averti. Je vous ai expliqué qu'il s'agit d'un drama, et il comporte des scènes et des images choquantes, que ce soit de la torture physique ou mentale sur des enfants, ainsi que l'apparition de sujets sensibles. Mais là, je vais vous parler d'un de ces aspects qui choquent certaines personnes, qu'on appelle la pédographie, que je vais réduire en la lettre P, pour éviter tout strike de YouTube. En plus, P, c'est quand même une bonne lettre pour définir ce mot, je veux dire, le mot est composé de 2 mots qui commencent tous les 2 par P. Enfin bref, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand des adultes font des choses pas très catholiques à des enfants et qu'ils ne sont pas forcément bien punis par la loi. Vous remarquerez que j'utilise le terme que les personnes qui sont choquées emploient pour que ce soit plus facilement compréhensible, même si de mon point de vue ce n'en est pas réellement, mais plutôt un entre-deux qui peut choquer certaines personnes. Alors qu'est-ce que l'œuvre a à se reprocher ? Il s'avère qu'on lui reproche de mettre en avant du contenu P. Il y a déjà 2 aspects différents de l'œuvre, le manga et l'anime, qui sont sur ce point totalement séparés et différents. En effet, l'anime n'a rien à se reprocher, ou presque, j'en parlerai juste après. Dans le manga, on a ce qu'on appelle des sous-jaquettes. Ce sont des illustrations hors contexte de l'histoire dessinées par l'auteur. Il s'avère que certaines de ces images sont un peu osées, montrant parfois les poitrines des personnages, malgré qu'ils soient pour certains mineurs. Alors les goûts se trimballent torse nu depuis le début de l'anime, et on dit rien. Tout ça c'est normal, hein, parce que c'est un mec à bande de féministes. Plus sérieusement, ces images sont présentes que dans le manga évidemment. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes et je vais les censurer. Si vous ne voulez pas voir même censuré, je vous mets un timecode à votre écran juste ici. Ou là. 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 Bref, il est là. Donc, voilà les images. Comme vous pouvez le constater, je comprends que certaines personnes ont été choquées en les voyant, même si ça ne me choque pas personnellement. Je trouve l'appellation P un peu trop violente pour les faits, car ces images sont les pires que l'on puisse trouver. Évidemment, c'est déjà beaucoup, je suis d'accord. Au cas où, je tiens à vous lire la loi européenne concernant le contenu P des personnages fictifs, d'après Village Justice. Le contenu pédopornographique des personnages fictifs sont représentés par des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas, participant ou se livrant à des comportements visés au point I. Or ici, ce n'est pas le cas, la poitrine n'étant pas comptée puisqu'on parle de parties pubiennes et d'organes génitales. C'est pour cela que le manga est paru en France, c'est parce qu'il ne transgresse aucune loi. Je rejoins toutes ces personnes qui ont fait la prévention, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube que j'ai pu voir. Akihito aurait pu s'en passer et aurait dû s'en passer, je suis d'accord. Cependant, il y a comme dans tous les dramas des connards qui en profitent pour insulter toutes les personnes aimant l'œuvre de pédophiles. Et le pire, c'est que ces gens ont généralement pas vu ne serait-ce qu'un épisode de l'œuvre. Étant un fan incontesté de l'œuvre et la présentant beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai vécu beaucoup de discussions dans lesquelles on m'insultait. Merci à ceux qui font de la prévention sur le manga, et merci aux autres ignorants de fermer leur bouche purulente d'hémorroïdes. En ce qui concerne l'anime, il est clean en majeure partie. Il y a des scènes mettant en œuvre la sexualité chez les enfants, qui je rappelle sont les personnages principaux, mais ces scènes ne sont pas choquantes, elles sont apportées de manière mignonne puisqu'on a le point de vue des enfants et sont surtout utiles à l'histoire ainsi qu'à l'ambiance de l'anime. J'ai vu Mia lorsque j'avais 15 ans et rien de tout cela ne m'avait choqué à l'époque. Ce n'est que lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et que l'on m'a appris cet aspect qui pouvait déranger certaines personnes que je me suis mis à voir les potentiels problèmes. L'auteur ne se met pas de barrière sur ce qu'il raconte et c'est cela qui nous bouleverse. Il n'y va pas avec des pincettes et cherche à nous marquer, à la manière d'un Chainsaw Man ultra sanglant. Il y a des scènes ou deux dans le manga qui sont osées et dispensables à l'histoire. La seule scène comme ça qui me vient en tête, c'est une scène dans l'épisode 2
Il montre plein de petites scènes de la vie quotidienne des enfants à l'orphelinat sous fond de musique. Et dans cette scène, on voit à un moment donné sur quelques frames Rico pendu nu qui se fait punir en quelque sorte par la gérante de l'orphelinat. On va me dire que si cette scène apporte des précisions sur la vie des enfants à l'orphelinat, et que c'est intéressant de voir les avantages et les désavantages de celui-ci. Je suis d'accord avec ce raisonnement, seulement là ça ne marche pas pour cette scène-là, puisque à l'épisode 1, la gérante de l'orphelinat avait déjà prévenu que si les enfants continueraient à faire des bêtises, ils ne seraient pas juste pendus nus au plafond. Et cette scène ne vient même pas, comme je vous l'ai décrit juste avant, au même moment que la directrice parle de cet incident. Donc elle n'est même pas là pour appuyer les dires de la directrice. Cette micro-scène décrit ce que l'on savait déjà, et est, à mon sens, l'image la plus dérangeante de tout l'anime, car elle n'a pas sa putain de place ici. Pour conclure sur ce point, Miya est une masterclass qui vous transmettra très certainement des émotions puissantes grâce à ses musiques, son animation, ses décors, son scénario, etc. Si vous ne voulez pas voir d'images potentiellement choquantes montrant la poitrine, n'achetez pas le manga et regardez l'anime car il est incroyable et ne possède pas les images du manga. Ladies and gentlemen, nous sommes maintenant arrivés au 5e niveau. Nous vous invitons à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager ce voyage avec votre entourage. Un prochain voyage vers l'abysse se fera lors de la sortie du jeu vidéo prévu pour septembre. Nous espérons que vous ayez passé un agréable voyage avec notre compagnie Black Aurore.